Bonjour, vous êtes chaud là? Merci Nicolas et le team d'Uro pour organiser cet événement et pour nous avoir invités. Moi je m'appelle Luigi, je suis développeur créatif chez Epic. J'ai commencé à bosser chez Epic il y a 4 ans et là je suis pas français mais je vais essayer parce que Nicolas m'a obligé. Là maintenant je bosse en remote depuis l'Italie et avec Karim. Bonjour. Moi c'est Karim, je suis directeur créatif. Dans une ancienne vie, j'ai été auteur et illustrateur de livres pour enfants. J'ai aussi fait une grande partie de ma carrière comme développeur Flash. Et puis j'ai cofondé l'agence Epic en 2009. Alors l'agence Epic, c'est une petite agence digitale qui grandit tout doucement. On est une vingtaine de personnes basées à Liège en Belgique. On s'occupe de pas mal de types de clients, de types de projets. On travaille pour des indépendants, des startups, des marques. Et on fait pas mal de branding, de stratégie, de développement en tout genre. Et parmi les choses qu'on commence à bien aimer faire, c'est du WebGL. Alors, comme on est basé en Belgique et que les clients ne viennent pas spontanément nous dire faites-nous du WebGL, c'est pas quelque chose d'assez connu. Comme toute bonne agence créative, on fait pas mal de side projects pour essayer un petit peu de développer cet aspect-là. Alors on n'a pas commencé directement en WebGL. Nos side projects étaient assez diversifiés. Je vous promets de ne pas faire le tour de tous les projets qu'on a fait. Je vais essayer de vous en présenter deux qui ont un petit peu défini la direction qu'a pris Epic ces derniers temps. Le premier projet, c'est Tweets for Honor. Tweets for Honor, en fait, c'est vraiment le tout premier projet qu'on a initié un petit peu spontanément. C'est un jeu qui se passe sur Twitter où les gens peuvent s'attaquer en se balançant un petit peu des insultes sur Twitter. Et on a créé une interface pour ramener un peu toutes ces informations-là et les afficher sur une interface web. Et donc on s'est essayé à la 3D. C'était fait en Flash à l'époque avec Away 3D, pour ceux qui connaissent. On n'a jamais utilisé de logiciel 3D pour faire ça. Donc tout a été codé à la main, chaque petit cube a été placé, positionné, etc. Toutes les animations sont scriptées. Et voilà, c'est un petit peu les prémices de la 3D chez Epic. C'était en 2010. Un peu plus récemment, moi étant développeur Flash et Flash étant mort, j'ai mis un peu du temps à me mettre à du JavaScript. Et pour apprendre le JavaScript, j'ai commencé à utiliser 3JS, qui est un petit peu l'équivalent de Away 3D, mais pour du JavaScript. Et ce qui est bien dans 3JS, c'est que ça permet un petit peu d'avoir des primitives qui sont de base exposées. Et en rassemblant des primitives entre elles, on peut créer des personnages comme ça. Et donc, au départ, comme d'habitude, pas de logiciel 3D, on n'avait pas spécialement envie d'utiliser ça. Et donc, chaque élément du lion ici est positionné à la main en tâtonnant, en rajoutant des petits pixels par-ci, par-là pour positionner chaque élément. Alors, une de mes grandes fascinations sont les automates, comme ça, où en fait on va tourner un petit tour de manivelle et en tournant un tour de manivelle, il y a plein d'animations qui se passent autour. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc c'est vraiment jouer sur ce cycle-là, avec un cycle, tout ce qui peut se passer de manière synchronisée. Et donc je me suis attelé un petit peu à faire un cycle de marche à partir de ce principe-là. Bon, normalement, c'est une vidéo qui tourne avec un petit bonhomme qui marche. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un cycle de marche ou un angle qui évolue. Et selon l'évolution de l'angle, chaque position de chaque élément va se placer différemment. Et sur ce principe-là... Ah, bah voilà. Voilà, donc chaque élément est positionné par rapport à un angle. Et alors on affine petit à petit chaque animation avec de la trigonométrie en fait. Et à la fin, ça donne plus ou moins un cycle de marche réaliste. Voilà.
Et sur cette base de principe-là, j'ai fait quelques petits personnages avec des cycles de marche différents, avec un petit outil pour paramétrer la position de chaque élément. Tout ça est relié autour de ce cycle-là. Donc à partir de là, en faisant pas mal de petits personnages, on a rassemblé un peu tout ça pour faire un projet qui s'appelle Moments of Happiness. Pardon. Ça va aller. Voilà. Donc, désolé Nicolas, c'est un anglais. Pour mon premier projet chez Epic, ça c'était le brief du client. Donc, il voulait faire un jeu web, mobile et desktop pour de la musique électronique, en 3D. On avait 2 mois pour le faire. Et donc, le projet c'était pour Red Bull. Il est venu chez nous et il nous a demandé de proposer quelque chose pour cette nouvelle série TV qui s'appelle After the Raves. Et après quelques semaines, les designers sont venus avec ce concept-là. Donc, ils sont venus chez moi et Luigi, il a fait un jeu pour Red Bull. Il faut faire un pitch. Donc, ça, c'est notre idée. C'est clair. On a 3 voix. Il faut prendre des objets. Il y a de la musique électronique. Il a des lumières, il a des néons, tout en 3D, ça doit marcher sur mobile. Et il y a aussi Tommy Sunshine, les DJ qui est en 3D. C'est faisable. Et là, moi, je dis, ah putain. Mais j'étais un peu fou à l'époque. Je dis oui, ok, on y va. Finalement, beaucoup de fois, on fait un pitch, on propose quelque chose au client et finalement, on va changer d'idée pendant le parcours du projet. Mais là, les clients, il a dit, bah, c'est génial, on va laisser tout ça comme ça, on va le faire. Et plus ou moins, mes connaissances à l'époque de 3D et WebGL, c'était plutôt ça. Donc, je devais faire ce projet. Donc, grâce un peu à l'aide aussi de Karim, on a fait le jeu. Ça, c'était le Tommy Sunshine, donc les DJ qui était le caractère principal. Et un truc chouette, c'est que à un moment, lui, il fait le double hammer, le marteau, double marteau, et il fait cet mouvement. C'est vrai. Et donc voilà. Finalement, ça, c'était le jeu qu'on a fait. Donc on devait collecter des instruments et jouer de la musique. Donc voilà, ça c'était mon premier projet chez Epic en tant que WebGL et c'est tout fait avec des primitives. Donc il n'y avait pas de shader custom, c'était tout fait avec des primitives de Three.js. Le truc de là en fait, c'est que le projet il n'était jamais mis en ligne. Finalement, après quelques mois, on a réessayé de le réutiliser pour un festival de musique.
Bon. Et après ce projet, on s'est dit, voilà, c'est cool faire de WebGL sur le web, c'est cool faire des jeux, mais on a quand même des lacunes. Donc, on a commencé à faire des cours en 3D sur le temps des midi au bureau. Donc, pour les développeurs et les designers, on a fait cette cours de 3D en Blender et c'était très, très, très utile. Et après quelques temps, on a fait un autre jeu qui s'appelle Delivery Day, cette fois pour UPS. Donc le jeu, il est très simple à la base. Il faut associer des maisons avec des colis, avec la bonne couleur et faire des combos et gagner des points. Donc notamment, on devait réfléchir d'abord au jeu. Donc on a démarré d'abord avec la logique de jeu, réfléchissant, faisant des wireframes pour comprendre comment le jeu pouvait jouer et si c'était facile, trop facile, difficile à jouer. Donc on a fait des wireframes et après on est passé directement dans Blender où là on a commencé à explorer des pistes pour l'interface et l'univers. Donc des autres solutions là. On a aussi essayé Blender pour réfléchir au responsive, donc comment l'interface pouvait bouger sur différents devices et évidemment pour modéliser les objets et peindre les textures. Et on a aussi pris l'occasion de Blender pour pouvoir générer des assets visuels à utiliser dans le jeu. Et ici, on a fait un petit vidéo qui montre le progress du développement. Donc, ce que j'ai fait, j'étais dans le Git et j'ai pris des snapshots chaque semaine du jeu pour voir comment il a évolué pendant le développement. Et on voit qu'on a d'abord s'est concentré sur le gameplay et après, petit à petit, on a rajouté des éléments visuels. Donc là, on a rentré un peu dans un cycle de jeu et on a eu la chance de faire un autre jeu pour Red Bull. Cette fois-ci, c'était un Facebook Instant Game. C'était un nouveau truc pour nous. En fait, on peut faire des jeux avec des technologies web sur Messenger. Donc on peut jouer à partir de Messenger et les partager avec des amis, partager les scores. Donc c'était cool de faire quelque chose, pas pour le web, mais avec des technologies web. Mais on avait aussi beaucoup de défis techniques parce qu'il y a des limitations en travaillant avec cette plateforme. Déjà, il faut limiter le poids du jeu. Il ne doit pas excéder les 5 mégas, 4 mégas, tout compris et doit marcher sur tous les téléphones, les GSM où gère Facebook Messenger. Donc c'est une énorme quantité de devices. Donc on a créé ce monde infini. On a modélisé cet élément dans Blender. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble ces blocs un après l'autre et chaque fois on le pivote un petit peu pour donner cette notion de monde infini. Mais en fait, le problème de base, c'était que ici, si on doit peindre les textures pour chaque terrain, chaque bloc, on va arriver avec des textures énormes et que c'était pas juste jouable pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une solution. On a utilisé des gradient maps. Donc, en haut, là, on voit la texture. On a fait les UV d'une façon un peu atypique qui permettent d'utiliser ces petits gradients pour colorer tout l'univers. Donc, faisant comme ça, on voit que quand on va bouger les UV, on voit tout qui déconne. Mais nous permet d'utiliser, de pouvoir peindre tout l'univers avec juste un peu de texture. Et cette technique, c'est aussi cool parce que là, facilement, on peut avoir des effets sympas, comme par exemple l'eau, avec juste un seul recall pour tout le terrain. Et juste en gardant si les coordonnées UV sont dans un certain range, on peut dire, ah voilà, je suis en train de dessiner de l'eau, et animer les UV et avoir cet effet de eau. Et pareil pour
Pour le rendering et le look and feel de l'univers, on utilisait un matcap au lieu que de la lumière classique pour obtenir cette look and feel sur le jeu. Aussi sympa, c'était l'idée de splitter complètement le rendering à la logique du jeu. Donc moi je me suis occupé par le rendering et Thierry, un autre dev, s'est occupé plutôt de la partie logique du jeu. Et là on voit que la logique c'est tout en 2D pour être simplifié et le rendering c'est en 3D. Et faisant comme ça, on a pu tester les gameplays même quand le rendering c'était pas terminé. Un autre effet sympa qu'on a rajouté, cet effet, c'était un effet de condensation où à certains moments l'utilisateur il devait nettoyer l'écran de cet effet de condensation. Donc là sur la gauche on a la scène qu'on va montrer à l'écran et sur la droite dans une scène off-screen on va garder et tracer le mouvement du doigt avec un fade out avec le temps et après dans la post-production on va mélanger ces deux scènes avec un normal map avec des go et avec un peu de blur, on va merger et avoir cet effet de condensation. Et comme je disais, un des soucis de ce projet, c'était l'énorme gamme de devices qu'on devait supporter, parce que le web c'est cool, il est accessible à tout le monde, mais ça veut dire aussi que notre application, notre jeu, ça doit marcher sur un Android de 100 € et sur un iPhone XS Max, whatever. Donc là, on a travaillé avec une boîte basée à Londres qui est spécialisée dans le testing et assurance des jeux. Et pour essayer de trouver balance entre qualité et performance pour chaque device, on a testé plusieurs solutions. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un peu un bidouillage, mais ça marche. Donc, il y a une extension WebGL qui permet d'avoir le chipset de la carte graphique. Donc, le nombre du chipset de la carte graphique. Et une fois qu'on a ça, on va en ligne et on va à des benchmarks pour des scores de chaque carte graphique. Et donc là, on sait, chaque carte graphique, on a un score et donc une puissance. Et une fois qu'on a ça, on a des réglages. Et par rapport au score, on va changer les réglages de lumière ou on va réduire des effets. Donc, en gros, c'est un peu un user agent sniffing, mais pour la GPU. Donc c'est un peu la triche, mais apparemment, on n'est pas les seuls à le faire. Même Google Maps, il fait la même chose, quoi. Il y a toute la liste des cartes graphiques avec les différents niveaux sur Google Maps. Voilà, donc ici on vient de voir deux projets qui sont full 3D, avec des budgets plutôt confortables pour des marques comme Red Bull, comme UPS. Parfois, on n'a malheureusement pas l'occasion d'avoir ce type de configuration-là, et on se retrouve souvent avec des clients qui ont beaucoup moins de budget, mais qui entendent dire que ah, tiens, Epic commence à faire des jeux, et ce serait bien qu'on en fasse un. Ici, on a un parti politique qui est venu nous voir pour nous dire tiens, on aimerait sensibiliser les jeunes à des problèmes écologiques. En général, chez Epic, on n'aime pas trop travailler pour des partis politiques, mais quand ça colle un petit peu à nos valeurs, bon voilà, chez nous, les gens essaient de venir au bureau en vélo, on essaie d'éviter un petit peu le plastique, des choses comme ça, et ça collait pas mal aux intérêts du moment en tout cas. Donc on s'est dit ok, c'est pas grave, pas beaucoup de budget, on va quand même faire un jeu, on va y aller. Et donc on s'est dit plutôt que de faire un jeu en 3D, on va faire du pixel art, parce que le pixel art c'est moins de pixels, donc moins de travail. C'était faux, spoiler. Bah non. Donc le concept c'était un petit bonhomme qui s'appelle Piccolo, et donc un jour il se réveille, il voit que dans son jardin il y a des larves très méchantes qui mangent ses laitues, et donc il met sa cape et il part se battre contre des gros méchants big boss. Et donc il va s'attaquer à Monsanto, à Total, à McDonald's et à Donald Trump.
Voilà. Donc, on a fait du pixel art. Quand on travaille pour un parti politique, souvent, il y a des petites questions de teinte de peau. Il faut que ce soit diversifié, tout ça. Donc, le bonhomme est passé une petite fille rousse à un petit garçon basané. Voilà, c'est certaines contraintes à respecter par rapport à certaines valeurs qu'ils essaient de pousser. Et donc, on a fait des petites animations comme ça pour le jeu. Et alors, comme c'est un workflow qu'on ne connaît pas du tout, on a essayé de travailler dans Photoshop au départ. Et donc, l'idée, c'était de prendre un artboard, de le mettre à 1000% au niveau du zoom, à mettre l'interpolation à nearest neighbor, comme ça, quand on resize un layer, les pixels ne deviennent pas flous. Et donc, on a commencé un petit peu à faire des pixels comme ça. Au bout d'un moment, on a découvert d'autres outils, et comme on ne connaissait pas du tout ce workflow-là, donc on aimerait partager avec vous 2-3 outils qu'on a découverts qui sont vraiment chouettes. Le premier, c'est Piskel, qui est en fait un outil pour animer en frame by frame du pixel art. Donc ça, c'était assez utile pour faire des petites larves comme ça qui bougent. Alors ça exporte une sprite sheet et un fichier JSON qu'on peut utiliser dans Pixie.js, par exemple. Et alors un autre outil qui s'appelle PixelFX Designer. Ça permet de faire des effets d'explosion, de fumée, de particules. Donc on peut choisir le type de particules, choisir des forces, des vitesses, une gravité, un type de blending entre les particules. Et donc ça donne un effet, d'un côté vous voyez le particle render qui est vraiment de la qualité très haute de l'effet. Alors à côté vous pouvez configurer le rendu en pixels que ça peut donner, donc ça donne des petits effets d'explosion comme ça. Alors nous c'est ce qu'on arrivait à faire au bout d'une utilisation de quelques jours ou d'une semaine avec cet outil-là, mais il y a des gens qui arrivent quand même à faire des choses très très chouettes avec ça, donc c'est assez puissant, et voilà. Petit outil qu'on voulait partager avec vous. Alors, comme on faisait du pixel art, on s'est dit on va tout faire en pixel, et finalement on s'est rabattu à la 3D parce que c'était pas possible. Donc on a fait de la 3D pour après repasser en pixel art par-dessus pour avoir des vues un peu correctes, des perspectives un peu correctes. Et donc on a fait plusieurs big boss que vous avez déjà vu un petit peu dans le jeu. Donc là au-dessus, en haut à gauche, vous avez reconnu un détournement de marque de Monsanto. Fatal aussi est resté. Alors il y avait Radin Air qui en fait n'est pas passé parce qu'en fait le client ne voulait pas d'ambiguïté par rapport à. C'était l'époque où en fait il y avait pas mal de grèves dans les aéroports, et donc il voulait pas croire qu'on s'attaque aux employés, et donc on a viré Radin Air. Et alors le Cerbère qui est là, vous avez reconnu Donald Trump, mais vous avez peut-être reconnu aussi Marine Le Pen à gauche. Et un autre que vous ne connaissez sans doute pas, c'est Théo Franken, qui est en fait un homme politique belge qui est un petit peu copain avec Trump et Le Pen. Donc voilà, c'est un peu dans le même style. Et donc finalement, la version finale, on a remplacé tout le monde par Trump parce que c'était plus facile, il était plus loin, et il poserait moins de problèmes. Voilà, ça c'est le genre de décision parfois qu'on doit faire quand on travaille avec des partis politiques. Il y a aussi des gens qui aiment bien trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé à la fin, ça s'est vite éteint. Voilà. Donc apparemment dans la boîte ils me disent que les jeux c'est cool mais il faut aussi manger, il faut aussi payer des salaires, donc là on a essayé avec le temps d'amener toutes les connaissances qu'on a appris avec les jeux en WebGL, en 3D, d'appliquer toutes ces connaissances-là plutôt dans des autres secteurs. Ça, c'est un très bon exemple. C'est pour un projet qu'on a fait pour un banque, pour un nouvel produit, c'est un carte, où là, on a fait des 3 micro-interactions pour des features de la carte. Donc, ça veut dire extra généreuse, flexible et... C'était quoi le deuxième protectif, un truc du genre. Protectrice, ouais. Et là, ça, c'est un exemple d'un des effets. Donc, on a développé cette shader élastique.
Et donc, sur la gauche, on a le prototype. Donc, comme toujours, on essaye de faire un truc qui ça marche au début et après, petit à petit, rajouter les effets visuels et tout ça. Et donc, par exemple, comme je disais avant, on a fait cette cours de Blender et c'était super utile parce qu'en fait, cet effet élastique, c'était un peu inspiré par Blender. On a cette proportional editing dans Blender qui fait ça. Et donc, suivant la même logique, on a fait le shader pour l'interaction ici. Ça, c'est un projet plus récent où effectivement, on a aussi pris cette connaissance de WebGL, appliqué à un site beaucoup plus classique. C'est un site pour un événement sur le monde du cargo et du transport. Et là, c'est un site très simple à la base, mais on voulait aller un peu plus loin en termes d'effets, en termes d'interaction. Et donc là, malheureusement, le web, c'est cool, mais quand il faut faire un truc qui sort un peu des effets classiques avec CSS, là, on a un peu de mal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a expérimenté, c'est de mélanger du DOM avec du WebGL. Donc, ce qu'on fait pour avoir cet effet, c'est qu'on fait la page classique de manière habituelle. Après, on va rajouter un canvas full screen comme background qui contient la scène en WebGL. On va traquer la position des éléments qu'on veut porter du DOM à du WebGL. On va initialiser tous les shaders, charger les images et tout ça. Et quand ils sont disponibles, on va cacher l'élément original du DOM. Et pendant le scroll, on va synchroniser les éléments du DOM avec la partie en WebGL. Donc c'est un peu de bidouillage, c'est pas super accessible et il y a aussi des petits soucis à côté, mais ça marche. Donc en effet, si on prend juste la partie en WebGL et on met la caméra, on fait bouger la caméra, dans la possibilité de bouger la caméra, ça c'est ce que ça donne. Donc on voit très bien qu'il y a des parties en 3D et la couche classique HTML, CSS avant. Et en fait, c'est un peu dommage qu'il faut faire certains types de triches sur le web. Dans 2013, il avait cette proposition qui s'appelait CSS Shader. Je trouve que c'était juste génial. Avec ça, on pouvait faire ça, en gros. Avec un propriété CSS, on pouvait prendre n'importe quel élément et modifier la pipeline. Donc, écrire nous-mêmes un vertex et un fragment shader, même passer des uniformes et pour avoir des effets partout, avec super simple, et c'était aussi cool en termes d'accessibilité et tout ça. Mais malheureusement, ça n'a jamais été en réalité et implémenté dans le browser. Ouais. Alors on aime bien les particules, hein, comme sans doute beaucoup ici. Dès qu'on fait un peu du développement créatif, on essaie de manipuler des particules. Donc nous ici on va exposer deux cas de figure où on a dû utiliser des particules. Le premier en fait c'était un effet de mouse over sur un bouton où en fait on avait un nom d'un projet, il fallait le transformer en une flèche. Et donc l'idée c'était de faire un morphing entre du texte et un élément graphique comme ça. Donc comment on gère ça? En fait on va prendre les deux images. Chacune des images on va les encoder dans des textures. Et ces textures-là, on va les utiliser dans un shader pour les passer, pour driver un nuage de points. Alors on ne voit pas bien, je pense, les contrastes ne sont pas très bons. Donc ici, normalement, il faut imaginer, il y a une flèche comme ça, et là, c'est un nuage de points avec le texte qui est écrit. Donc on va encoder les deux images dans des textures, et l'encodage permet de rajouter de l'information qu'on n'a pas nécessairement de base, comme l'ordre des points. Donc le point qui est tout en haut à gauche va être le premier point, et le point qui est tout en bas à droite va être le dernier point. Et donc l'opacité, par exemple, ici dans la texture, permet de définir l'ordre dans lequel se trouvent les points. Et donc grâce à ces deux textures-là, quand on va les assembler ensemble, ça va driver en quelque sorte la position des points. Donc si on donne de la force à l'une des deux textures, les points vont se placer par rapport à cette image-là. Et si on inverse la force, en fait, les points vont se déplacer vers l'autre image. Donc ici, l'assemblage des deux textures donne un effet comme ça de glitch sur le texte. Ouais, c'est beaucoup mieux, merci. Donc ça, c'est un des exemples au départ. Quand on fait un mix dans GLSL, il y a une fonction mix qui permet d'assembler deux images proportionnellement à un ratio, en fait.
Et donc ça donne un effet comme ça de transformation. Alors ça marche, mais c'est pas très beau. Donc l'idée, c'est d'améliorer un petit peu cet effet-là. Et pour améliorer cet effet, en fait, on peut utiliser l'ordre des points. Donc ici, par exemple, les points qui sont tout au-dessus vont démarrer leur animation avant les points qui se trouvent tout en bas. Et ça commence déjà à apporter un petit effet un peu plus sympa. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu agir sur l'ordre de ces particules. Plutôt que de les faire exactement de haut en bas, on peut appliquer une sorte de bruit, de noise dessus, pour avoir des zones qui commencent avant d'autres, plutôt que d'avoir quelque chose de très linéaire. On va aussi shifter toutes les particules pour aller un petit peu plus vers la droite, pour donner cet effet de flèche. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des sortes d'attracteurs autour. Un attracteur, c'est comme une sorte d'aimant virtuel qu'on va placer à un certain endroit. Et donc, la force de l'aimant va permettre de moduler le mouvement de la particule. Donc, plutôt que d'avoir une particule qui part directement vers son point d'arrivée, le petit aimant va augmenter la force ou réduire la force pendant l'animation pour donner un mouvement un petit peu plus courbé à la particule. Et donc, ça donne des effets comme ça. Et donc, quand on joue avec tous ces éléments-là, en modifiant un peu la qualité du noise, en modifiant la position des attracteurs, ou en ajoutant, on peut créer des différents effets plus ou moins compliqués. Voilà. Alors, on a utilisé aussi ça pour d'autres cas où, en fait, ici, les attracteurs en fait, commencent à tourner en rond. Du coup, ça donne un petit effet de tapis magique comme ça, avec un effet de sable dessus, qui peut être pas mal. Alors on s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait marcher pour de la 3D ? Donc on a pris des objets comme ça, qu'on a découpés en plein de petits vertex. On a passé cet objet-là on l'exporte dans un JSON, et alors avec un script, on va trier les pixels de haut en bas pour les ordonner. Et on va essayer d'appliquer la même technique pour passer d'un objet à un autre avec ces mêmes particules. Et donc, on a pu utiliser ça pour un projet, pour un client. C'est pour une carte de vœux. En fait, c'est un client qui est actif dans le ralenti sportif. Donc, toujours des particules, c'est un autre projet qu'on est en train de développer pour un client. Et c'est pour un startup qui fait des paiements avec de la reconnaissance faciale, plus ou moins. Donc, on est en train de faire une petite expérience en ligne avec aussi de tracking de visage et de la reconnaissance d'émotions. Et là, dans ces prototypes, on voit un peu comment le rendering ça marche. Donc, on a des particules qui prennent un peu la forme du visage, et on va un peu voir le workflow qu'on a fait pour obtenir cet effet-là. Un truc intéressant, c'est que normalement, nous, on travaille avec Sketch, mais on se rend compte que quand on fait des projets un peu plus WebGL, en fait, c'est plutôt le code. On démarre avant par le code, et donc c'est le code qui, en quelque sorte, va donner un peu la direction artistique. Et après, on utilise Photoshop pour rajouter et fine-tuner les éléments. Donc, première chose à faire, on prend la webcam, donc l'image de la webcam. Et pour avoir les lignes, on va appliquer un Sobel filter. Donc, c'est un petit algorithme qui prend pour chaque pixel les pixels à côté, et il essaie de voir la différence de couleur. Le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de bruit dans l'image, et le résultat, il est pas top parce qu'il y a un peu d'artefacts. Donc, une solution très simple pour résoudre ce souci, c'est de prendre l'image de base, appliquer un peu de blur, et après,
quand on va appliquer le Subtle Filter, on voit que l'image elle est beaucoup plus propre. Donc une fois qu'on a ça, on met des particules sur l'écran qui donnent plus ou moins ça. Après, on va changer le couleur des particules et on va les mettre en blending mode additive. Et après, sans rentrer pas dans les détails, mais dans WebGL, on n'a pas qu'est-ce que ça s'appelle dans des autres API, Compute Shader. Donc on ne peut pas vraiment utiliser la carte graphique et la GPU pour faire des calculs. Et donc là, on va utiliser des FBO, c'est un peu un triche. On va utiliser des textures pour calculer et pour computer, dans cette cas-ci, la vitesse et la position. Donc on a ces deux frame buffer objects. Et donc quand on va faire bouger la vitesse par rapport à un noise, on va animer les particules. Et donc la position, chaque frame, c'est juste plus la vitesse. Donc là, on a déjà quelque chose qui bouge, mais maintenant, il faut bouger par rapport à la caméra, à l'image qu'on a générée avant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait c'est que pour chaque point dans l'espace, en 3D, on va projeter la position en 2D par rapport à la caméra. Et une fois qu'on a la position 2D de cette point, on va rechercher sous la webcam s'il correspond plutôt à un couleur noir ou blanc. Et si il est blanc, on va réduire la vitesse. Et comme ça, on va former l'image de la webcam. Et après, on va rajouter un petit couche de post-processing pour rendre ça un peu plus joli avec un effet de bloom. Souvent, on essaie d'utiliser les techniques qu'on apprend dans nos expérimentations pour un petit peu faire profiter les clients. Et puis, il arrive parfois aussi qu'on saute pieds joints dans l'inconnu, dans l'aventure, et en ne sachant pas trop vers où ça va nous amener. Donc, pour le contexte, on a eu la province de Liège qui nous a contactés pour pitcher pour un projet, pour une application pour enfants qui va être déployée dans toutes les écoles primaires de la province de Liège, pour des enfants qui ont entre 8 et 9 ans. Et donc le brief, c'était on a besoin d'une application pour un peu sensibiliser les enfants sur le bien-être mental et physique. Donc c'est des thématiques qui tournent autour de la nutrition, de bien manger, bien bouger, tout ce qui est harcèlement à l'école aussi, et tout ce qui est critique de la publicité, des choses comme ça. Donc ils voulaient absolument que les enfants ne soient pas assis, mais qu'ils puissent bouger dans l'école. Donc ils voulaient utiliser des technologies plutôt mobiles. Et les rassembler par petits groupes de 3 à 4 enfants. Bon, nous, on s'est dit une tablette par groupe de 3 à 4 enfants, on voit déjà des catastrophes arriver, mais bon, on s'est dit, c'est pas grave. Le contexte nous plaisait vraiment bien, parce que le client était un client parfait, dans le sens où une équipe bien organisée, ils avaient en interne des psychologues, des nutritionnistes, des médecins. Donc on sentait bien qu'on allait être bien entouré pour créer toutes ces activités-là. Le projet nous excitait particulièrement parce que la tranche d'âge correspondait parfaitement à mes enfants qui étaient vraiment dans cette tranche d'âge-là, et la perspective de me dire que mes enfants vont utiliser une application dans leur école que j'aurais contribué à faire, c'est quelque chose qui était quand même assez chouette pour n'importe qui en fait. Et on avait une sorte de carte blanche, comme ça on a dit faites-nous un truc quoi. Donc on s'est dit go, on va mettre le paquet, on essaie de faire un truc un peu sympa. On est venu avec un concept. On s'est dit que chaque groupe d'enfants allait devenir une sorte de groupe d'agents secrets qui devait un petit peu sauver le monde de certains dangers, comme la malbouffe et voilà, les publicités mensongères, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, on va créer un monstre et à la fin, les enfants vont le massacrer. Puis le concept a un peu évolué, on s'est dit, ouais, c'est peut-être pas terrible, en fait, on va faire en sorte que le monstre ne soit pas vraiment si méchant que ça, mais c'est plutôt il va représenter l'enfant qui a été exclu du groupe parce qu'il est différent, parce qu'il est mal dans sa peau, etc. Et donc l'idée des enfants, de ces agents secrets-là, c'est de le ramener dans le groupe et de le réinclure, en fait. Donc on a créé un univers comme ça, une sorte de deal dans laquelle il y a des zones, et dans chaque zone, il allait y avoir une activité, un challenge à relever. On a proposé le concept et on s'est dit go, on a gagné le projet et donc on pouvait le faire. Alors entre le moment où on propose un pitch et le moment où on a l'accord du client, surtout pour des appels d'offres publics comme cela, il peut se passer 6 mois.
Et donc, quand le moment où on a proposé le concept et le moment où on a dû commencer à le faire, on s'est dit, bon, techniquement, comment on va faire ? Surtout qu'on a proposé des choses comme la reconnaissance d'images, la réalité augmentée, la détection de proximité, du multijoueur. Enfin, on s'est dit, allez, on met le paquet, on fait tout. On fait tout. Ça, c'est toujours les project managers et l'account qui vendent des choses. Et après, c'est pas vrai du tout. Chez Epic, ça se passe pas comme ça. On fait tout en collaboration avec les développeurs et on réfléchit tout ensemble. Mais parfois, les développeurs oublient ce qu'ils ont dit. Voilà. Voilà, bref. Donc, on s'est dit, on va faire comment ? Parce que bon, on a proposé beaucoup de choses et il fallait assumer. Donc, au départ, on pensait faire plutôt du progressive web app. Des technologies web qu'on maîtrisait, etc. Le problème, c'est que quand Luigi, Thierry ont commencé un petit peu à chercher comment on pouvait faire, est-ce qu'il y avait des librairies qui étaient suffisamment stables pour faire tout ça, ils se sont dit qu'en fait c'était compliqué et l'idée d'Unity commençait un petit peu à germer. On était attiré par Unity, mais on se disait personne n'a jamais fait d'Unity chez Epic, comment est-ce qu'on va faire ? Et donc voilà, l'idée a commencé un petit peu à faire son chemin. On s'est dit tant pis, on va faire du Unity. Personne n'a jamais fait ça, mais qu'est-ce qui pouvait se passer de problématique finalement d'utiliser autant de techniques dans une nouvelle technologie pour un projet aussi ambitieux ? Voilà, YOLO quoi. Donc pendant que Thierry et Luigi cherchaient, moi je faisais un peu de la direction artistique. Donc à gauche, on a reçu une mascotte qui était utilisée par la province de Liège pour tous ces types de thématiques. On n'était pas obligé de l'utiliser, mais c'était quand même un peu mieux de l'utiliser. Donc on a profité du fait de faire une application en 3D pour un peu modifier la forme du personnage et d'en faire quelque chose de plus facile à utiliser. Et puis alors on cherchait un personnage pour représenter le monstre. Donc il fallait qu'il soit un petit peu sympa quand même. Donc on est parti au début sur des formes un peu plus peluches avec des poils et tout ça. Et plus on avançait, plus on se disait que les poils en temps réel, ça allait peut-être être compliqué. Donc on a préféré une version un peu plus imberbe du personnage. Alors, on a eu des cours de Blender en modélisation, tout ça, ça pouvait passer pour... On ne faisait pas des grands jeux vidéo avec, c'était pas du niveau de grands studios, mais ça pouvait faire illusion en tout cas. Mais par contre, tout ce qui est rigging, ça on n'avait jamais fait avant. Et donc on a commencé un petit peu à chercher comment faire un rig de ce personnage-là. Et parfois c'était compliqué, c'est pas terrible en fait. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer de lui garder toujours les bras en bas, on va essayer de... Voilà, ça fait des plis un petit peu en dessous du ventre, donc du coup on va plutôt poser les jambes de l'autre côté. Voilà, bon. Et on a commencé à faire des style frames, des animations pour donner le look and feel de cette application-là, en essayant de trouver des poses qui passaient bien et qui ne posaient pas trop de problèmes. Voilà, donc un autre exemple de style frame qu'on avait fait. Et alors, quelques illustrations. En fait, chaque enfant allait pouvoir choisir un personnage qui allait le représenter. Donc, on a commencé à faire des personnages en 3D, en low poly, qui allaient aussi être utilisés à la fois pour être imprimés sur des cartes, mais aussi en réalité augmentée. Donc, avec la tablette, quand on va passer dessus, on va voir l'animal émerger. Alors, à chaque fois, j'ai un problème avec cette vidéo qui coupe à chaque fois. Je vais essayer de la relancer. Sinon, c'est pas très grave, tout le monde a vu de la réalité augmentée, enfin il n'y a rien de spécial en fait à ce truc. Alors j'espère que ça va passer cette fois-ci. Ouais. Voilà, c'est juste les animaux qui pop au moment où on passe sur les cartes. Voilà. Il y avait aussi une autre épreuve qui consistait à conscientiser les enfants sur la publicité mensongère. Et donc on a fait des détournements de marque pour expliquer aux enfants que c'est pas parce qu'il y a un grand verre de lait que leur barre de chocolat était pleine de lait, c'est même le contraire en général. Donc il y a eu quelques détournements de marque comme ça, et l'idée c'était de leur donner une énigme à chaque fois, et avec la tablette ils devaient chercher dans l'école une affiche qui répondait à cette énigme-là, et donc voilà, s'ils la trouvent, ils ont des petits points qui gagnent. Autre épreuve, il fallait trouver la boîte de collation du petit monstre, en fait. Et donc on a mis un beacon, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits objets qui émettent en fait des ondes. Et alors avec la tablette, on va pouvoir un petit peu détecter la proximité de ce beacon-là. Alors sur l'animation, ça a l'air de marcher super bien. Dans la vie réelle, quand vous êtes dans une école avec plein d'armoires partout,
des murs et beaucoup d'interférences, c'est très très compliqué d'avoir vraiment quelque chose d'assez juste. Donc là, on a dû quand même pas mal chercher, ajuster chaque beacon et même dans l'interface d'admin derrière, d'avoir un petit paramétrage de chaque beacon pour augmenter ou diminuer la détection du signal. L'épreuve physique, où en fait il faut inciter les enfants à bouger un peu plus, et donc on a le petit monstre qu'on a subtilement appelé Glouton, qui en fait se sauve et il faut le rattraper. Et donc il y a une épreuve comme ça où les enfants doivent sauter sur des petits marqueurs de couleur et l'application leur dit sur quel marqueur ils doivent sauter, ils doivent le faire. Donc ça devait tourner en temps réel sur Unity. Donc là on a une petite idée de comment ça a été fait. Donc, ça a été designé sur Blender avec le lot qui est en fait un simple cylindre et tous les éléments, c'est un petit peu bordel à l'intérieur, mais ça se voit pas. Voilà. Et donc tout ça est importé dans Unity, le personnage est importé séparément et la couleur des pierres est modifiée en temps réel de façon aléatoire. Alors il y a eu toute une phase de test pour ce projet. Donc, moi, j'ai fait la DA, Thierry Luigi ont fait beaucoup de prototypage, et puis à un moment, il fallait rassembler ça, et il fallait le tester avec des vrais enfants cette fois-ci. Et donc, on a pris nos enfants à nous, qui avaient plus ou moins cet âge-là, et donc on a dessiné par terre, enfin, on a écrit par terre des couleurs, et donc les enfants devaient sauter d'un bloc à l'autre. Et voilà, d'autres épreuves où en fait on essaie de noter un peu tout ce que les enfants ne font pas bien et qu'ils n'ont pas compris, et donc en essayant par la suite d'ajuster tout ça, de détecter tous les bugs. Voilà. Donc après cette épreuve-là, on a retravaillé un peu toutes les épreuves pour les débugger, et alors il y avait le grand test qui était beaucoup plus dans des conditions réelles. En fait, il y avait une école qui a été sélectionnée. Couper le son. Une école qui a été sélectionnée pour faire un test grandeur nature vers le mois de juin. Et donc il y a des épreuves comme ça qui marchaient super bien, où il n'y avait pas trop de soucis. Et puis à certains moments, on arrivait à des épreuves où en fait la tablette buguait complètement. Voilà. Et là, on est quand même en plein test réel avec 30 enfants autour de soi et qui disent « Monsieur, ça marche pas ». Et je ne sais pas. Parce qu'on espère qu'en relançant la tablette, ça a l'air marcher. Parfois, ça marchait, parfois pas. Enfin, voilà, vraiment, on vous jure qu'on a testé beaucoup, mais il y a des trucs ce qui arrivait que quand ils étaient à l'école, quoi. Alors, bon, pour un premier essai sur Unity, on trouve que Unity, c'est top, parce que le C#, c'est pas si compliqué quand on connaît un peu de TypeScript. Et alors, modifier les paramètres en temps réel, c'est plutôt chouette dans Unity, quand on n'a pas forcément dans le web. Et alors par contre, le debugging et les deploys, quand on doit faire une application comme ça, qu'on doit la déployer sur une trentaine de tablettes, tester chaque tablette séparément, Luigi a eu un gros problème où en fait, on lui a envoyé une tablette en Italie pour tester l'AR. Il est tombé sur la seule tablette au monde où l'AR ne fonctionne pas. Et donc il a passé une semaine à essayer de chercher. Et Thierry, de son côté, il testait le même code qui marchait très bien sur sa tablette, mais voilà, on ne comprenait pas trop pourquoi. Voilà, tester l'AR, c'est une torture. Alors, il y a un gros manque de librairies open source comparé au web. Et alors, quand il faut un petit peu travailler à deux sur le même code, c'est vraiment compliqué, quoi. L'interface aussi, qui a posé pas mal de problèmes par rapport aux réflexes qu'on a dans le développement web, où la moitié, c'est de l'interface utilisateur, où il faut cliquer sur des trucs, et l'autre moitié, c'est du code, et on ne sait pas comment trop organiser le code. En plus des crashs de Unity qui représentent quand même une grosse partie de la fuite d'énergie et du temps perdu. Une petite démo du jeu.
on arrive à la fin du temps, mais je vais essayer d'aller vite. What's next pour nous, les prochaines étapes qu'on essaie d'un petit peu faire chez Epic. Alors, moi, on a chacun des intérêts différents, mais qui se rejoignent souvent. Moi, je suis anciennement illustrateur et j'ai fait pas mal d'illustrations en carte à gratter. La carte à gratter, c'est en fait une planche de couleur blanche, en fait, qui est recouverte par du noir. Et en fait, on gratte le noir pour faire apparaître le blanc. Donc c'est vraiment un travail sur la lumière, contrairement au dessin qui est plutôt un travail sur l'ombre, où on rajoute de l'ombre. Ici, on rajoute de la lumière. Et donc ça donne des effets de grattage comme ça, qui sont très très fins et très précis. Ça, ce sont quelques illustrations que j'avais faites il y a très longtemps, il y a une bonne quinzaine d'années. Et bon, j'ai un petit peu perdu ce côté-là et je voulais un petit peu revenir à ça. Ça, c'est aussi un exemple. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Jomi Sanchez. À mon avis, beaucoup de gens connaissent ici. C'est quelqu'un qui a travaillé sur cette problématique-là, d'essayer d'amener à du WebGL des techniques plutôt traditionnelles de cross-hatching, comme ça, de trame. Donc, je me suis pas mal inspiré de son travail. En fait, le principe, c'est de créer des textures avec des trames différentes, donc du clair, du moyen, du foncé, et d'essayer de les rassembler par rapport à la quantité de lumière qui est projetée sur un objet, de remplacer cette lumière-là par la trame qui correspond, et essayer de faire un blend de ces trames-là. Alors sur Blender, ça ressemble à ça. Donc on a d'un côté les trois textures qui sont en input. On rajoute une couleur de noir pur et une couleur de blanc pur pour compléter. Et par rapport à la quantité de lumière que vous voyez au-dessus, donc ça, ce sont des niveaux qui sont définis, on va mixer les différentes textures entre elles pour sortir un objet qui est entièrement texturé avec une trame. Donc ça, ce sont des premiers tests que j'avais fait avec Blender. Voilà. L'idée, c'était de passer par Blender pour essayer de comprendre et puis d'essayer de faire ça en WebGL par la suite. Voilà. Donc pour du WebGL, on reprend la même technique, on met du noir complet d'un côté, du blanc complet de l'autre, et on intègre trois textures de trame. Comme on n'a pas besoin du blanc et du noir, ça peut être juste encodé dans le shader directement. On garde juste les textures qui sont au milieu, et on va les encoder dans des channels différents. Donc la texture très sombre, on va la mettre dans le rouge, la texture moyenne dans le vert, et la texture claire dans le bleu. Et on va combiner ces trois texture dans une seule image pour gagner de la place et faire un upload unique de la texture. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir rentrer plusieurs textures de types différents. Donc, on peut avoir des trames parallèles, des trames croisées ou bien des petits points. Et on va utiliser ça donc ça, c'est une petite expérimentation que j'avais faite. Le modèle a été créé dans Blender. J'importe ça dans Three.js. Et alors, sur base de ça, on va pouvoir changer les textures en temps réel. Donc ici, on passe à des trames différentes. Et on va pouvoir aussi augmenter la résolution ou réduire la résolution de la trame en temps réel. On peut jouer un petit peu sur les contrastes. Alors ça prend aussi en compte tout ce qui est brouillard. Par exemple, on peut avoir un effet de brouillard, un effet de lumière ou des ombres qui sont entièrement toutes interprétées par rapport à cette texture-là. Alors, deuxième effet par rapport vous voyez l'océan qui bouge. Donc ici on utilise du FBM qui est du Fractional Brownian Motion. En gros, pour caricaturer, c'est simplement du bruit qui est un petit peu lissé et c'est du bruit à l'intérieur d'un autre bruit qui est à l'intérieur d'un autre bruit. Donc c'est une sorte d'inception de bruit comme ça. Et ça permet de faire des effets comme des vagues, des montagnes, des effets naturels assez réalistes. Et donc ça sort une texture comme ça en noir et blanc qui va représenter le niveau d'élévation de l'eau, par exemple. Et à partir de ce niveau d'élévation, on va pouvoir calculer une normale qui va définir alors l'orientation de chaque point par rapport à ça. Donc le rouge, vert, bleu, les couleurs rouge, vert, bleu, ça représente l'orientation en X, Y, Z. Et l'opacité, ça représente l'élévation. Donc on va encoder cette animation-là dans une texture qui va être utilisée pour animer l'océan. Et comme il y a un petit bateau, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit bateau qui laisse une petite traînée comme ça de vagues derrière. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner la position de la souris
sur la texture et on va réalimenter cette position-là à ce shader avec un léger déplacement de la texture pour avoir alors cette trame-là, enfin ces vagues, là, cette traînée de vagues qui apparaît sur la texture. Et donc on va prendre cette texture-là, on va l'utiliser pour positionner les vertex de l'océan et en même temps pour positionner le bateau et l'orientation du bateau. Donc ici, par exemple, à partir d'une même texture, on peut simplement augmenter le coefficient d'élévation et alors le bateau va bouger plus ou moins par rapport à ça. Donc à partir d'une seule texture, on va alimenter deux objets et changer les positions de deux objets en même temps. En général, pendant notre process d'évolution avec du 3D et WebGL, on a appris beaucoup de choses grâce aux autres. Donc, grâce à tout ce que c'est open source, des articles, voilà. Donc, quand on peut, on essaie de partager à la communauté ce que nous, on a appris. Donc, avec le temps, on essaye d'écrire quelque chose sur Internet, de le partager avec les autres. Donc voilà, on a fait des tutoriels, des articles sur Medium et aussi on essaye de garder certains projets qu'on commence en interne, après de le mettre sur GitHub à disposition des autres et voilà, de faire aussi un peu d'open source. Donc voilà, prochaine buzzword WebGPU. Probablement vous avez entendu WebGL va disparaître et va être remplacé par WebGPU. C'est une nouvelle spécification où les browser vendors sont en train de travailler. Va remplacer WebGL et apparemment ça va être un API moderne beaucoup plus similaire à Metal, Vulkan ou DirectX. Ils sont des API qu'on voit sur desktop. Parce que l'air de rien, avec WebGL, on peut faire beaucoup de choses sympas, mais ça vient quand même d'un API qui date plus de 15 ans. Parce que WebGL, ça vient de OpenGL S2 qui vient de OpenGL 2. Donc voilà, c'est un vieux API quand même. Et maintenant, les nouvelles cartes graphiques qui viennent de sortir, ils ont le support natif pour tout ce que c'est ray tracing. Donc ça, sûrement, ça va changer beaucoup tout ce que c'est la graphique en temps réel. Donc il faut toujours apprendre et s'améliorer parce que voilà, ça va changer beaucoup de choses et j'ai envie de voir ce que ça va donner dans le futur, la 3D et le web. Merci beaucoup.